Emma, je suis libraire chez Monet en bande dessinée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres. Donc le premier, c'est Ace Ok, ne touche pas à nos animés. C'est un livre, c'est sur 3 adolescentes dans une université japonaise qui veulent faire des animés. Elles ont chacune leur force. Il y en a une qui est vraiment douée dans la gestion managériale, je dirais. Une qui est vraiment douée dans l'animation et une qui est vraiment douée dans le dessin de décor. Et en fait, elles vont se frotter un petit peu à l'université pour avoir des fonds pour leur club d'animé, même s'il y a déjà un club d'animé. Donc elles vont essayer de trouver des moyens de pouvoir faire fonctionner leur petit club et produire des animés comme elles en ont envie. C'est vraiment très beau à certains endroits, notamment dans les pages un peu où il y a des grosses machines, parce que une des choses qu'elle dessine, c'est les grosses machines, et on voit en fait les machines en action à certains moments. Donc ça mêle aussi réalité et fiction d'une manière assez jolie quand elles se retrouvent en fait dans leur dessin à essayer les machines qu'elles sont en train de dessiner. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le Japon de la collection Tu sais quoi. C'est une bande dessinée en fait qui est en plusieurs petites histoires courtes. Donc là, on a le sommaire, on a plusieurs histoires. Et après chaque histoire, on a un petit point pédagogique sur différentes coutumes et différents points de la culture japonaise. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'elle est avec du coup un humanoïde et un sumo qui vont l'aider dans son voyage au Japon. Et on va la voir faire des erreurs aussi, on va la voir comprendre en fait certaines histoires aussi japonaises, notamment le rapport que peut y avoir à Godzilla par exemple, qu'on connaît pas forcément, ou comment on s'incline quand on rencontre quelqu'un. Donc ça va vraiment de la culture aux coutumes. Et c'est vraiment très bien fait. C'est court et c'est plutôt bien dessiné. Dans la même collection, on a aussi la Première Guerre mondiale et l'espace, qui sont avec des dessinateurs différents, mais dans la même collection. Ensuite, il y a le Tyran des mots. Le Tyran des mots, c'est un peu une BD, mais un peu dessinée comme un album jeunesse aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, il y a des cases, mais il y a aussi beaucoup de grandes illustrations avec du texte en parallèle. Le Tyran des mots, c'est sur une dictature et le dictateur a peur de la révolution, et ce qu'il fait pour anéantir cette révolution, c'est qu'il annule le mot révolution. Et petit à petit, comme ça, pendant tout le livre, il va appauvrir la langue pour que les gens ne puissent pas penser leur révolte. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, vraiment, il appauvrit la langue, et il va y avoir un club de résistance de la langue qui va utiliser la langue des signes, parce que ils vont pas à l'encontre des lois, parce qu'ils n'ont pas le droit de prononcer certains mots, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. En tout cas, c'est une manière de contourner la loi dans ce livre-là. Ce qui est très beau aussi, c'est que ça montre le pouvoir politique de la langue et comment elle nous aide à penser différents problèmes et à monter des projets ou des communautés. Ensuite, là j'en ai 2 derniers, les 2 plus dans des mondes fantastiques ou parallèles. Le premier, c'est Traqueur d'âme. Fantastique, c'est un peu grand. C'est un enfant qui s'appelle Lino et qui va en fait déménager avec toute sa famille dans un nouveau village. Et il va arriver dans ce village et il va se rendre compte petit à petit que il voit les fantômes. En tout cas, c'est ce qu'il pense voir. Et en fait, ce qu'il voit, c'est des âmes. C'est vraiment très bien dessiné.
En tout cas, moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les atmosphères et les relations entre les personnages. Et il y a une très belle superposition entre la réalité et le monde des âmes qu'il peut voir. Et en fait, on va se rendre compte qu'il va se faire des amis, puis ces amis-là vont en fait essayer d'utiliser ses pouvoirs, ou en tout cas c'est ce qu'on imagine parce que c'est un tome 1. Et la fin indique un peu qu'il va avoir à aussi se méfier des amis qui s'est fait dans ce nouveau village. Et le dernier, c'est le démon de Bolingbroke. Donc encore un fantastique qui superpose la réalité et la fiction d'une très jolie manière. Donc là, dans ce cas-là, c'est deux amis, Val et Lani, qui vont avoir... qui en fait commencent à s'éloigner, elles sont amies depuis qu'elles sont enfants, et elles vont vouloir essayer de retrouver un projet qui va les lier ou des intérêts communs. Et donc, elles vont commencer un projet sur les fantômes de leur ville, Bolingbroke. Sauf que, en fait, sans faire exprès, elles vont libérer un démon malfaisant dans leur ville. Et donc, elles vont, au fur et à mesure, essayer de contrer ce démon qu'elles ont libéré elles-mêmes. Elles vont être aidées du reste de leur groupe d'amis. C'est assez beau sur l'amitié, leur relation. Des fois, il y a des petits moments où c'est un peu compliqué à suivre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et des dessins ou des moments où en fait la superposition de plusieurs types de narration peut aussi nous emmêler un peu, mais excepté ce point-là, c'est vraiment un très chouette livre en termes de sorcellerie et d'amitié, et très chouette à lire aussi dans le dessin. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Manelisa Marca, bienvenue à la librairie Monet. Aujourd'hui on va voir les incontournables pour ce qui est de tout ce qui est ado. Donc ça commence à 12 puis jusqu'à 16-19 ans. Moi je vais vous présenter plus de mangas pour ce qui est des incontournables. Mais j'ai commencé déjà par un franco-belge, vraiment très très bien. Ici on est avec donc Mickey, la traversée des mondes chez Glénat. Donc déjà on a un très très beau dessin. Ce que je peux vous dire déjà c'est que il y a déjà 4 tomes de prévus, comme on peut voir en arrière, parce que c'est sur plusieurs enfants différents. En gros, ici on a une sélection de jeunes personnes. On a notre personnage principal qui est cette jeune fille qui s'appelle Mickey justement. Mickey a été adoptée. Puis ce qui se passe, un merveilleux dessin, le dessin et la couleur c'est Paul Frichet, le scénario est vraiment super bien. Donc ici on a Mickey, on est dans la clinique Mortelante, on en voit un peu des signaux on va dire subliminaux. Donc dans cette clinique elle rencontre d'autres enfants qui vont être à problème, sur qui on va faire des expérimentations en gros. On teste un nouveau programme qui vont pouvoir les aider à sortir de leurs problèmes. Elle, c'est le mutisme. Donc là, elle regarde un petit peu partout, etc. Ici, nous avons donc la doctoresse qui est en charge du programme, du nouveau programme. Elle a sélectionné des enfants en particulier, puis Mickey en fait partie. Ce qui se passe, donc on pense que Mickey au début est peut-être très timide et tout ça, mais pas du tout. En fait, elle est dans son mutisme et vu qu'elle a été adoptée, elle ne se souvient que très peu de sa vie, elle est originaire du Laos. Donc elle se souvient un petit peu de sa famille, etc. Et elle en veut un petit peu en quelque sorte, je pense, à ses parents adoptifs. Voilà, et il y a vraiment quelque chose qui coince et c'est pour ça que le programme est fait. Donc là, elle va manger un peu comme cette petite friandise qui va comme la transporter dans le programme, c'est une sorte de drogue. Et là, tout de suite, en fait, elle est déjà dans le programme à ce moment-là et elle va rentrer dans le tableau ici et elle va avoir une sorte d'animal totem qui est la hyène ici, qu'on voit juste là. Donc cette histoire commence ainsi, on a de très très beaux dessins, puis chaque personnage a déjà son tableau avec son animal totem.
Voilà, donc ça sera dans les autres tomes. Mais on a déjà des petits indices à l'intérieur du premier tome et des apparitions des autres. Là, elle arrive dans une sorte de jungle, elle comprend pas trop ce qui se passe, puis elle parle pas, elle est un petit peu apeurée, tout ça. Et elle rencontre ce jeune personnage qui va lui expliquer un peu comment ça fonctionne dans ce monde. Il y a des portes malades. En fait, c'est des portes dimensionnelles qui l'amènent dans plein d'endroits différents, mais surtout dans plein d'endroits différents qu'elle a déjà vus. En gros, dans l'histoire, elle va remonter ses souvenirs jusqu'à son souvenir le plus lointain. Donc, pendant tout ce temps, ça va être ça. Et dans ce monde, il y a des animaux totems, comme je disais. Lui, c'est cette petite bestiole dont je ne sais plus le nom. Puis, ce qui se passe, lui, c'est qu'il est vraiment un vétéran, il sait comment ça fonctionne, etc. dans ce monde-là. Les guérisseurs de portes. Donc, en gros, s'il y a un angle cassé ou quoi que ce soit, il sait comment faire pour qu'on ne traverse pas les portes et qu'on ne se retrouve pas dans une autre dimension. Donc, à ce moment-là, il veut l'aider, sauf qu'en voulant l'aider, une des portes principales va comme se casser. Et ils vont devoir comme traverser plusieurs portes. Et au fur et à mesure, donc, elle va être pourchassée par cet animal, la hyène, qui la poursuit. Et elle ne sait pas trop pourquoi. Donc, on sait juste qu'elle a plutôt très envie de la manger. Et elle va la fuir, elle va remonter ses souvenirs de cette façon. Et elle va créer des liens d'amitié avec les personnages. Et elle va enfin sortir de son mutisme. On va comprendre qu'en fait, quand elle a une grosse contrariété, elle se renferme dans son mutisme de façon un peu inconsciente. Voilà. Au fur et à mesure de l'histoire, donc elle rencontre plein de personnages, on va trouver des solutions pour ces personnages-là. Et ce qui est super intéressant vers la fin, donc on arrive, elle va trouver comment gérer son animal totem, qui est la hyène. À un moment donné, c'est super intéressant, vous verrez. Il dit, en gros, l'indice qu'il lui est donné, c'est genre fait rire la ricaneuse. Elle va utiliser du poivre pour la faire rire, et c'est à ce moment-là qu'elle va comprendre que c'est son animal totem, etc. Là, vers la fin, donc, elle comprend un petit peu qu'elle est dans une autre dimension, elle arrive enfin à la dernière porte, et elle sort de la simulation. Et à ce moment-là, donc, elle revoit la doctoresse, elle lui explique, oui, qu'elle a été droguée pour faire le programme, etc., pour sortir de son mutisme, ce qui a fonctionné. Et donc, là, à la fin, il y a comme une sorte de twist, parce que elle va voir qu'ils sont dans une sorte de matrice, à l'intérieur d'une matrice. Et elle pense qu'elle est sortie de cette matrice, mais pas tout compte fait, car on la voit encore ici. Voilà. Donc, franchement, très, très intéressant comme bande dessinée. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. C'est plus pour les 16-19 ans, parce qu'en termes de complexité de l'histoire et tout ça, on préfère commencer à 16-19 ans, voire à 15 ans, par exemple, mais c'est un peu trop complexe pour des enfants plus petits. Voilà. On continue avec le prochain qui est un manga, La Reine des Gyoza. Donc La Reine des Gyoza chez Soleil Manga. Au dessin, on a Yosuke Kanmera. Donc ici, La Reine des Gyoza, donc ça parle de nourriture, donc ça donne très faim. On a un très très beau dessin. La seule chose que je pourrais dire, c'est que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire du manga, ça peut être légèrement... il y a beaucoup de nuances, de dessins, etc. Surtout les premières pages. C'est un peu moins difficile à comprendre, on va dire, moins nuancé au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour le côté beau dessin de nourriture, en fait, il faut un petit peu plus avoir l'habitude, je pense, de lire le manga, surtout pour les premières pages. Au fur et à mesure, donc en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme. Ici, on voit l'un des persos principaux qui rentre. Elle travaille dans un bureau, puis elle sait jamais dire non. Elle se retrouve toujours avec des heures sup. Et donc, elle a envie de gyoza ce soir, et elle va rentrer dans ce petit restaurant. Et le personnage principal, notre héroïne, fait un peu peur et elle parle tout doucement avec une toute petite voix. Elle est un petit peu flippante au début, mais c'est parce qu'elle a très très peu de personnes qui viennent dans son restaurant. Et alors elle surfait en fait, elle n'a pas du tout la fibre communication, elle fait un petit peu peur. Mais ces gyoza, eux par contre, sont géniaux. Regardez, c'est vraiment magnifique. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga, c'est qu'on vous dit tout ce qu'il y a dedans, puis on vient vraiment comme répertorier un petit peu. On vous donne même la façon de les faire.
C'est vraiment un manga fait pour les personnes qui aiment la nourriture, qui veulent apprendre à faire des gyoza, par exemple. Il y a même des gyoza sucrés pour les desserts. Je ne le savais même pas, on en apprend tous les jours. Voilà, donc vraiment super sympa. Ça fait un peu penser à Food Wars, là, parce qu'ils sont comme tellement d'émotions pour de la nourriture. Ce qui est intéressant, c'est que elle va trouver la bonne nourriture au bon moment, pour les bonnes émotions, etc. C'est vraiment super cool. Donc chaque personnage va venir donner son avis, sa particularité et tout. Ils vont même faire de la nourriture tous ensemble. Ah, je vous disais, on vous explique qu'est-ce qu'il y a, comment faire. Il y a des astuces de cuisine et tout. C'est vraiment super sympathique pour ceux qui veulent apprendre à faire la nourriture. À un moment donné, elle fait une pause pour le menu d'été dans son restaurant. Puis elle dit, ah, je vais faire ça comme ça, etc. Puis même nous-mêmes, on pourrait faire la recette parce qu'elle les fait pas à pas. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc c'est vraiment le côté nourriture. Puis en gros, ce qu'elle veut, c'est pouvoir donner envie à ses clients de revenir, évidemment, de ressentir des émotions. Il y a souvent des flashbacks avec sa maman quand elle faisait de la nourriture. Donc il y a aussi cet enjeu-là dans l'histoire, comprendre un peu le passé du personnage principal par rapport à sa mère. Voilà, vraiment super sympathique et drôle. J'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà, pour la reine des gyoza. Tu veux faire des gyoza, la reine des gyoza. On continue avec Silence. Alors, Silence, ici, on est avec du 12 à 15 ans. On est avec Kana, avec Johan Vornier, il me semble que c'est un français. Oui. C'est français parce qu'en fait, c'est avec le folklore français, avec les sangliers, qu'on retrouve beaucoup dans Astérix et Obélix, par exemple. On va retrouver des vieux folklores de la France à l'intérieur. C'est ça qui est super intéressant, que j'ai beaucoup aimé, étant moi-même française. Donc, l'histoire à l'intérieur commence par il y a longtemps. En gros, c'est les démons sortent la nuit et le jour, évidemment, ils ne peuvent pas attaquer les humains. Cependant, dans cette histoire, un jour, des nuages apparaissent et en gros, c'est un peu comme la nuit éternelle parce que le soleil ne brille jamais et donc les démons peuvent sortir et s'en prendre aux humains. Voilà. Donc les humains sont obligés de se cacher et vu que les démons ont une ouïe très très fine, ils font en sorte de parler soit très doucement ou de parler en langue des signes. C'est intéressant, moi je trouve déjà de ce côté-là. On a un dessin quand même fort sympathique pour une production qui n'est pas forcément 100% japonaise. Je trouve que c'est vraiment super. Et donc, on voit le quotidien des personnages. Ici, c'est Lame, qui est le personnage principal, qui raconte qu'un jour, un vaillant héros viendra les sauver, en fait, pour les sortir de de ce quotidien très, très dur. Ils sont quand même obligés, comme dans un côté un peu post-apocalyptique, de ne pas faire de bruit, comme dans un certain film où ils ne doivent pas faire de bruit pour pas que les monstres les entendent, en gros. Ils doivent évidemment trouver des ressources, puis les enfants ils sont obligés de parler en langue des signes. Voilà. Donc, il y a aussi un côté magique. Ils sont sauvés par une sorte d'église avec un arbre magique où il y a un personnage à l'intérieur. C'est un peu comme une sorte de mari pour eux, qui les protège. Puis les anciens s'occupent d'aller chercher les ressources, etc. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup. Puis, ce jour-là, Lame va sortir en expédition avec Gris pour aller chercher de la nourriture. Voilà. Puis elle, c'est Ocel. C'est un autre personnage principal principal de l'histoire. Et elle aimerait participer, mais lui dit non, c'est plus un truc de garçon, etc. On montre aussi ce côté un peu trop masculin, féminin. On joue avec pour dire ah oui, mais c'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, il y a ce côté-là aussi que j'apprécie beaucoup. On aborde plein de thèmes différents à l'intérieur d'un seul. C'est que déjà, la langue des signes, qui est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup. Le côté féminisme, c'est pas un truc d'homme, c'est pas un truc de femme, etc. Donc, ce côté-là, j'apprécie beaucoup qu'on vienne comme le discuter. Donc, là, il aime beaucoup raconter des histoires aux enfants. Là, il va aller faire une expédition avec Gris, qui est comme super important. Pardon pour le bruit. Ils vont y aller. C'est la première fois qu'il sort,
Il va devoir se confronter à la nature, puis aux démons. Ça, évidemment, il a un peu stressé, puis Gru, il dit ça va aller, ça va aller. On a un très beau dessin, ça c'est fluide au niveau de la lecture. Et à un moment donné, il y a un sanglier en feu, donc c'est un démon, qui vient comme changer la donne. Néanmoins, ils arrivent quand même à avoir les ressources. Et à un moment donné, il a l'impression de voir une silhouette. Et sans le vouloir, il va laisser sortir des mots, parce qu'habituellement, on parle qu'en langue des signes pour éviter justement de se faire choper. Donc, il va se passer que le démon va les entendre et Gris va devoir protéger Laim avec les ressources. Il lui dit de partir, etc. Puis Gris s'occupe d'essayer de terrasser le démon. Sauf qu'en revenant, Gris est grièvement blessé. Il se sent évidemment très coupable, Laim, de ce qui s'est passé parce que pour lui, c'est sa faute. Et il va décider avec Ocel, parce malheureusement, il a perdu une des ressources, un des paniers de ressources. Il décide avec Ocel d'aller chercher le panier sans l'accord des anciens. Ils vont partir tous les deux, puis ils se rendent compte qu'il y a le démon qui est toujours là, en train de rôder, et qu'en réalité, le démon ne les voit pas. Mais par contre, il les entend très bien, puis il a un très bon odorat. Donc là, il commence à essayer de s'enfuir, puis à ne pas se laisser faire. Donc là, on voit qu'il parle normalement. Et un des personnages central arrive tout d'un coup, puis leur sauve la mise et va arrêter le démon d'un seul coup. Voilà. Puis c'est une femme aux cheveux blancs qui a une force incroyable et qui a des clochettes. Donc c'est pour des personnes qui sont obligées de ne pas faire de bruit, c'est quand même assez spécial de voir un personnage qui arrive à arrêter un démon avec une seule main, puis qui se trimballe avec des grosses clochettes. Voilà. Donc impressionnée par tout ça, la femme va leur expliquer qu'elle vient d'une grande ville appelée Fort. C'est une haute ville en fait où il y a des moines qui utilisent de la magie, de lumière pour repousser les démons. Et parfois aussi, ils arrivent à avoir de la lumière du soleil, donc ça les protège aussi des démons à ce moment-là. Puis elle propose aux enfants, et du coup à Gris, parce qu'elle va vouloir le rencontrer, d'emmener le village jusqu'à cette ville. Donc ça va être cette histoire, ils vont devoir quitter là où ils sont, tout le monde n'est pas d'accord au début, et surtout on va comprendre comment ça se fait qu'elle est aussi forte. Elle va dire en réalité que dans un grimoire qu'elle a consulté, il y avait une recette de cuisine un peu spéciale qui lui permet d'avoir des pouvoirs aussi forts que les démons. C'est pour ça qu'elle y arrive. Mais que ça peut être à double tranchant. On peut le supporter comme ne pas le supporter. Et Laim va prendre la décision, assez brusquement, de prendre la recette et de devenir un démon. De se transformer pour pouvoir sauver les personnes qu'il aime. Donc, il va avoir de nouveaux pouvoirs, etc. On a des flashbacks. Franchement, c'est très, très bien narré. C'est très, très fluide. Et puis, on a l'apparition des monstres au fur et à mesure, un peu du folklore français, comme je vous disais. Voilà. Au fur et à mesure de l'histoire, ils prennent la décision de partir. Gris oblige un peu tout le monde en mettant le feu à l'église, parce que sinon, ils ne seraient jamais partis. Et on comprend qu'en fait, la base du pouvoir vient des sphères à l'intérieur des démons. C'est pour ça que le personnage principal qui s'appelle Lune, cette dame, elle chasse les démons pour pouvoir prendre leur sphère et ingérer leur pouvoir en quelque sorte. C'est ça. Chacun va avoir des pouvoirs différents selon le démon qui sont ingérés en premier. En gros, c'est ça. Donc là, ils sont sur le chemin, etc. Et ils vont avoir évidemment des personnages, des monstres à éliminer. Et ces pouvoirs vont se réveiller au fur et à mesure. Donc voilà. À la fin, on a même un peu plus d'informations sur Lune, qui est en fait recherchée par des moines solaires dans la ville, etc. Donc ça vient complexifier l'histoire. Puis c'est fort sympathique, vraiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié le côté folklore français, du manga. On aborde des thèmes pas toujours évidents ou mis en avant. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, super chouette. Ensuite, ici on a Qui suis-je pour t'aimer. On est avec un shoujo, donc vraiment histoire d'amour, etc. Mais qui change un petit peu des shoujo convensitionnels. Donc c'est ça que j'ai apprécié et que j'ai mis en j'aime. Ici on est dans plus 16-19 ans. C'est plus même un josei qu'un shoujo.
Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que ce personnage-là, j'ai plus son nom, en tout cas, le personnage féminin de l'histoire est ballotté en fait entre l'amour et l'amitié. Lui, c'est son ami d'enfance. En tout cas, c'est ce qu'elle s'en souvient parce qu'en fait, elle est amnésique. Donc cette amnésie apporte ce suspense dans l'histoire. C'est ce qui fait que ça change du shoujo un peu comme rébarbatif. Elle est entre deux garçons qui l'aiment, elle ne sait pas trop qui choisir. Et en fait, elle se demande c'est quoi l'amour. Il y en a un qui lui dit c'est tomber, c'est se sentir tomber, puis tomber amoureux. Un autre lui dit que c'est plus l'accumulation de sentiments. Donc c'est plein de choses comme ça qui fait qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Elle est entre un peu les fesses entre deux chaises, comme on peut dire. Mais ce qui est super intéressant du fait que ça soit un manga d'amour un peu normal, c'est vraiment ce suspense de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est devenue amnésique, et surtout elle a l'impression de se souvenir de ce jeune homme-là. C'est comme le nouveau de l'école, mais elle s'en souvient pas, puis elle a l'impression quand même d'être attirée par lui et d'avoir des sentiments évidemment pour lui. Et le twist est plus vers la fin. Ces deux-là sont plus considérés comme des petites amies dès le début, mais on voit qu'il y a une sorte d'ambivalence entre les deux. Elle hésite entre les deux en quelque sorte. Et ils ont tous les deux un rapport avec son passé, sauf qu'elle ne le sait pas forcément. Le twist, un peu, c'est que dans l'histoire, l'accident qu'elle a eu, c'était avec son père. Son père est malheureusement mort. Et le twist de fin, c'est que que son père ne serait pas mort comme par accident. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose en plus de l'histoire d'amour ballottée entre deux chaises. Voilà, donc j'ai apprécié le fait qu'on change un peu de style, de pas rester sur un manga juste parlant d'amour, shoujo, normal. Ça a vraiment changé et j'ai vraiment beaucoup apprécié le côté suspense à l'intérieur de ce manga. Voilà, pour Qui suis-je pour t'aimer. Enfin, on finit avec le dernier, puis ici on est avec plus un manga, mais il n'y a pas d'image à l'intérieur, c'est plus des interviews. Je le mets parce qu'il est vraiment super intéressant. Le manga est vraiment en expansion de nos jours, donc je trouve ça vraiment très intéressant pour les personnes qui s'y intéressent et qui voudraient savoir comment devenir mangaka, parce que c'est une vraie mine d'or. En gros, ici on est créé un manga avec le Weekly Jump, qui est vraiment donc celui qui fait tous les shonen et tout. C'est vraiment une usine incroyable. Les mangas sont en pleine expansion, puis c'est le Shonen Jump qui en fait le plus, qui met en avant tous les mangas connus, etc. Donc voilà, c'est l'école du Shonen Jump. Ici, on est chez Kana. Et évidemment, à l'intérieur, on va avoir des petits morceaux avec du manga, etc. Ça nous explique comment faire, mais c'est surtout des interviews. Voilà, des grands mangaka connus, que ce soit celui qui fait Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, One Piece. Bizarrement, Shiroda, je ne l'ai pas vu, mais voilà, ça explique pas mal comment ils font pour les planches, c'est quoi à quoi ils ont pensé au début. Il y a vraiment plein d'interactions, c'est vraiment des interviews, puis la façon dont ils ont réalisé, comment créer. C'est pas pour rien qu'ils disent comment créer, parce que ça donne vraiment les bases, quoi. Ils vous donnent vraiment la direction. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, ça, c'est vraiment une véritable mine d'or pour les personnes qui veulent savoir comment faire un manga, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, puis tout le cheminement, tout ce qu'on a pu penser auparavant, tout ce qu'on a pu produire avant d'arriver au produit final. Voilà. Voilà pour ce qui est donc des incontournables du mois de décembre. J'espère que vous avez aimé, puis on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Bye bye!